Bienvenue sur la grande édition de Gabon 24. Tout de suite, les titres du journal. Au Gabon, véritable opération main propre pour les gestionnaires des comptes publics. Plusieurs hauts commis de l'État sous réserve de la présomption d'innocence sont actuellement écroués à la prison centrale de Libreville, entendus ou en garde à vue pour des questions liées à la gestion des deniers publics. En Afrique, l'agenda reste marqué par le sommet Afrique-France prévu les 13 et 14 janvier prochains à Bamako, une rencontre de haut niveau dans un contexte de crise politique déclarée ou latente sur le continent. Et puis, dans cette édition d'information, nous irons aux États-Unis où le président sortant Barack Obama a fait prononcer son dernier discours d'adieu à Chicago, véritable fief politique où tout a commencé. Le premier président afro-américain part satisfait de son bilan. Voilà pour les titres. Ce n'est pas tous les jours que nous aurons ce journal par le sport, mais l'actualité l'impose. L'actualité de la CAN, à jour J-3 de l'événement, la fièvre monte à Libreville et à l'intérieur du pays. Dans cette ambiance faite d'intox et autres manipulations de l'opinion orchestrées par des activistes de la toile, la Fédération gabonaise de football indique que la sérénité de la sélection nationale est malgré tout inébranlable. Son président Pierre-Alain Mungengui invite le public à être le 12e homme des stades en soutien aux équipes africaines qualifiées. Linda Gaël Maganga. Sérénité dans le groupe des Panthères, équipe nationale du Gabon, au lendemain du bras de fer qui opposait les responsables des questions sportives et le technicien espagnol José Antonio Camacho. J'ai cette équipe nationale depuis 2014. Je n'ai jamais vu une autre équipe nationale dans une sérénité comme celle d'aujourd'hui. Notre équipe nationale, les joueurs, l'encadrement technique dirigé par M. Camacho et la partie médicale par le docteur Mbangwe. Je pense que c'est des gens qui travaillent aujourd'hui en symbiose. Et la maturité aussi des joueurs. À quelques jours du lancement de la CAN, mobilisation non seulement autour des Panthères, mais également autour des équipes des nations qui prendront part à la 31e édition de la CAN, a indiqué le responsable de la FEGAFOOT. La Coupe d'Afrique va avoir lieu. Et le message que j'ai de particulier à adresser à la population gabonaise, c'est de remplir les stades comme d'habitude. Le peuple gabonais, c'est un peuple de football. Les affiches sont des affiches de haut niveau. Vous savez, en dehors du Nigeria, nous avons un panel de pays du Nord. L'Algérie, l'Égypte, la Tunisie, le Maroc, ce sont des grandes nations du football. Nous avons un panel ouest africain A et B avec le Ghana, le Sénégal, la Côte d'Ivoire, le Mali et le Gabon, le Cameroun, la RD Congo. C'est des grandes affiches. Donc le public ne peut pas se priver de ces grandes affiches. Nous invitons le public à être au stade. Et puis vous savez également... Le Gabon a déjà une expérience en matière d'organisation de la CAN pour avoir co-organisé l'événement en 2012 avec la République sœur de Guinée équatoriale. Et Linda Gaël Maganga fait si bien de le rappeler, le Gabon organise sa deuxième Coupe d'Afrique des Nations de football, occasion de faire un petit point sur les projets réalisés dans la foulée de ces différentes compétitions. On retrouve ici Miron Nangué. À quelques heures du coup d'envoi de la 31e édition de la Coupe d'Afrique des Nations au Gabon, on peut déjà se pencher sur les réalisations liées à cette compétition. Des acquis qui s'avèrent considérables. D'abord, de nouveaux complexes sportifs qui abritent respectivement les stades de Port-Gentil et de Yem ont été construits. Ces deux enceintes qui abriteront des matchs de la compétition ont une capacité de 20 000 places chacun. Une offre qui vient renforcer celle d'Akanda et de Franceville construite pour la CAN co-organisée en 2012 entre le Gabon et la Guinée équatoriale. Dans le domaine touristique, par exemple, le pays a renforcé son offre hôtelière car il faudra accueillir non plus seulement une partie des joueurs et supporters africains comme en 2012, mais l'ensemble de ces joueurs et supporters. Pour une meilleure circulation des populations et des touristes en 2017, des investissements similaires ont été consentis. Sur le plan sanitaire, les hôpitaux de Yem et de Port-Gentil ont bénéficié de dotations, tout comme ceux de Libreville et de Franceville qui ont été perfectionnés. Pour cette édition, l'image du Gabon, grâce à la publicité faite avant, pendant et après cette période, pourra attirer plus d'investisseurs étrangers qui participeront à l'essor de l'économie locale. Avec encore de nombreuses manifestations sportives et culturelles à venir, on peut déjà dire que l'année 2017 au Gabon s'annonce riche en couleurs. En parlant toujours de la CAN, les offres de services seront-elles proportionnelles à la demande de la clientèle au temps de la fête du football?
possible mais pas acquise. Il faut se battre pour espérer les retombées directes de l'événement. Les transporteurs terrestres urbains de Libreville l'ont bien compris et s'organisent en conséquence. Jamila Bengman. Le comité d'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations a réuni ce mercredi l'ensemble des conducteurs de taxibus pour organiser le transport des fans du ballon rond qui convergeront vers les 4 villes du Gabon qui abriteront les différents matchs, à savoir Libreville, Franceville, Port-Gentil et OIM. On est réunis pour un événement de la CAN. Nous sommes des transporteurs. On a décidé de transporter des supporters dans toutes les 4 provinces du Gabon, là où va se dérouler l'événement. Heureux de participer à leur façon à cette grande compétition continentale en mettant leur véhicule à la disposition des supporters, les acteurs du transport espèrent de ce fait faire un meilleur chiffre d'affaires au cours de cet événement. L'événement, c'est d'abord l'Afrique et c'est le Gabon en particulier. On est content de participer à la CAN. Oui, le chiffre d'affaires, ça peut donner quelque chose, un pouce. En fait, personnellement, moi je suis très content. Et à Cannes, c'est parce que c'est une occasion, c'est pas oublié. Le compte à rebours est désormais en marche pour l'ouverture de la 31e édition de la Coupe d'Afrique des Nations de football que le Gabon accueille du 14 janvier au 5 février 2017. Le transport reste donc un enjeu majeur de cette CAN qui se joue aux 4 coins du Gabon. Et pour terminer avec l'actualité de la CAN, sachez-le, sur le front de mer de Libreville, le village de Noël change de visage. Sa transformation est quasi totale. À la veille de la Coupe d'Afrique des Nations de football, les couleurs du Père Noël ont cédé le pas à celles du drapeau national dans l'optique d'encourager les panthères du Gabon engagés dans l'épreuve. Kenny Ongori, Bertin Osaga. Actualité oblige, le village de Noël s'est ému en village de la CAN. L'idée est de participer à la fête du football en mettant en avant l'art plastique par la promotion de la culture. Après le village de Noël, nous avons tenu à inviter les artistes plasticiens gabonais de promouvoir un peu cet art dans le souci de promouvoir la culture dans toute l'étendue du territoire. C'est pourquoi nous avons invité ces jeunes-là justement à montrer un peu leur savoir-faire et à venir graffer aux couleurs du pays justement pour soutenir l'événement actuel qui fait du Gabon, n'est-ce pas, la capitale africaine en ce moment, la CAN. À l'initiative d'une structure locale, le village de la CAN porte sur un projet dénommé Hors-Stade. Il faut dire que le village de la CAN qui va se faire porte sur le projet Hors-Stade. Le Hors-Stade, c'est justement toutes ces activités-là qui gravitent autour de cet événement qui est notamment la Coupe africaine des Nations de football. La Coupe d'Afrique des Nations de football qui démarre le 14 janvier prochain promet des matchs engagés dans et même hors des stades. On en vient à présent à ce gros titre de l'actualité, la lutte contre la corruption et l'enrichissement illicite qui vient d'être relancée par les enquêtes judiciaires dans les arcanes de l'administration publique. Plusieurs personnalités soupçonnées de détournement sont actuellement sous le coup d'une interpellation depuis le week-end dernier. C'est un rappel à l'ordre du sommet de l'État qui veut mettre fin à l'impunité. Kevin Osgald Tougaga. La saga des interpellés pour des motifs de détournement de deniers publics au Gabon, c'est le titre d'un feuilleton qui, semble-t-il, est loin de connaître son épilogue. Plusieurs administrations, voire personnalités publiques dans le pays sont touchées par ce phénomène de corruption et enrichissement illicite. Mais fraîchement réélu pour un second mandat, le numéro 1 gabonais affiche la volonté, comme lors de son premier septennat, de rompre avec ce vieux démon. Mettre un terme à l'impunité, le message du chef de l'État, Ali Bongo Ondimba, est clair sur la question. Notre pays peut se féliciter à juste titre de s'être préparé au mieux à la situation, notamment en accélérant ces dernières années le processus de diversification de notre économie en l'industrialisant par la même occasion et aussi celui d'assainissement de l'environnement économique. Je saisis alors au mot le Premier ministre pour lui dire que son gouvernement est attendu non seulement sur les résultats du plan de relance économique, mais également sur les actions concrètes concernant cet assainissement. Je veux bien évidemment parler de la lutte contre la corruption et autres formes de prévarication des deniers publics. Ces derniers jours, l'actualité reste marquée par l'arrestation de certains hommes publics soupçonnés des malversations financières.
On peut citer Magloire Ngambia, ancien ministre de l'économie, conseiller spécial du chef de l'État, puis Blaise Ouada, coordonnateur général de l'unité de coordination d'études et des travaux U7, un bureau qui assure pour le compte de l'État la gestion et le management des projets d'assainissement. D'autres scandales ont été dévoilés sur nos antennes, notamment à la Poste Banque, où à ce jour, une douzaine de hauts cadres de cette entreprise ont été interpellés pour les mêmes mobiles. En attendant les conclusions de cette enquête qui se poursuivent, il se pourrait que d'autres têtes tombent. Et justement, à propos de cette opération main propre, à peine démis de ses fonctions de ministre du pétrole, Étienne Dieudonné Goubou est actuellement en garde à vue. Malgré cette opération, les mises en cause bénéficient de la présomption d'innocence prévue par la loi. Nous y reviendrons. L'opération main propre est saluée par les populations qui souhaitent que les enquêtes en cours aillent plus loin. Écoutez. Vous savez, il faut rendre la justice de par la justice. Si vraiment nous voulons évoluer, s'il faut faire évoluer le pays, nous devons passer par cette voie-là. Parce que ce sont ces derniers qui volent de l'argent et on accuse certainement le président de la République qui ne fait pas convenablement son travail. Et s'il a commencé par là, je dis bravo, bravo. Je souhaiterais que le président mette en place des personnes qui peuvent faire convenablement ce travail. Moi, je souhaite que ceux qui ont pu commettre ces malversations financières puissent rendre les fonds. C'est l'argent du contribuable gabonais. Elle doit être restituée à l'État pour qu'il puisse lancer les grands chantiers comme il a dit. C'est ce que je pense. C'est une bonne initiative de sa part et nous l'encourageons. Nous espérons qu'il fasse mieux, que des sanctions puissent suivre pour ces personnes-là. Ceux qu'on arrête sont vraiment coupables et qu'ils paralysent le pays et que vraiment l'État a des bonnes raisons de les arrêter. Ils ne doivent qu'à répondre à leurs actes. Je ne vois pas ce qu'il y a de mal. Bon, et puis on interpelle quelqu'un, c'est juste pour avoir la lumière et après on a dit malversation, mais il faut dire qu'on le prouve jusqu'au bout. Si vraiment il y a malversation, bon, il y a la justice, on va essayer de voir, ils vont se défendre, ils vont se justifier et on verra. Je suis entièrement d'accord, ça avait trop duré, il était temps que ça commence. Heureusement que ça a commencé, j'espère que ça va se poursuivre. Il ne faudrait pas tout simplement les mettre en prison, il faudrait retirer l'argent qu'ils ont pris. Sinon, avec quoi construirait-on les routes si l'option est de prendre pour prendre? Il faut retirer cet argent-là après, c'est mon avis. Le ministre d'État en charge de la communication a échangé avec la presse sur les grands sujets de l'heure ce matin à Libreville, le point des préparatifs de la Coupe d'Afrique des Nations de football et les enquêtes judiciaires en cours dans le pays étaient entre autres sujets justement abordés au cours de ce rendez-vous hebdomadaire. Bienvenue Nelkem. La conférence de presse hebdomadaire du porte-parole du gouvernement gabonais, Alain-Claude Billié-Binzé, ce mercredi à la maison Georges Rawiri, siège de la télévision nationale, a permis au ministre d'État de démentir la rumeur selon laquelle il y aurait désormais au Gabon diminution des salaires des fonctionnaires, sauf les enseignants en grève. Nous venons de rappeler, pour chaque travailleur, chaque agent de l'État, ce que dit la loi. Et ceux qui n'iront pas travailler, l'instruction elle est claire. Le ministre de l'Éducation nationale va endresser la liste, ils seront mis sur bon de caisse et ceux qui ne seront pas présentés au travail, ils seront remerciés de la fonction publique. Et concernant l'arrestation très récente de quelques hauts commis de l'État, le porte-parole du gouvernement estime que le principe de la présomption d'innocence en rapport avec le détournement de l'argent public doit prévaloir et que les sanctions seront appliquées si ces personnes arrêtées sont coupables. Il a également abordé d'autres points essentiels de l'actualité, dont l'organisation par le Gabon dans quelques heures de la Coupe d'Afrique des Nations de football. Plus de 70% des billets disponibles ont été vendus. De même, pour marquer l'intérêt que les populations accordent à cette compétition et surtout au soutien aux Panthères, la quasi-totalité des billets de la 3e journée qui va voir les Panthères du Gabon affronter les Lions indomptables du Cameroun a été totalement vendue. Les billets ont été presque en totalité vendus. Le gouvernement gabonais se veut rassurant sur la réussite de la grande fête du football africain sur son sol et se réjouit déjà du niveau de mobilisation des supporters gabonais avant l'événement. Et sur le front social toujours, le SYNAGREF entendait par là le syndicat national des greffiers face à la réalité des négociations avec la tutelle opte pour l'assouplissement du mouvement. La grève des auxiliaires de justice n'est pas levée. Le mouvement se poursuit, certes, mais avec un service minimum. Les détails dans ce reportage de Mirande Angué.
Au lendemain de la réunion qui s'est tenue entre le syndicat national des greffiers du Gabon et les autorités de la tutelle, le SYNAGREF a tenu à assouplir son mouvement de grève déclenché depuis le 19 décembre dernier. Nous avons décidé d'accorder, de mettre un peu de l'eau dans notre vin, un petit assouplissement, le temps de nous permettre de rentrer en négociation, non plus seulement avec la tutelle, mais cette fois-ci avec le secrétariat général de gouvernement et ainsi que la présidence de la République. Plusieurs revendications constituaient le cahier de charge de ce syndicat créé en 1991. À l'origine de cette grève, la non-délivrance de la carte professionnelle ou le non suivi d'un plan de carrière. Pour Georges Boupenga, l'assouplissement de cette grève ne renvoie pas à la levée totale de ce mouvement. Ce qu'il faut dire, que assouplissement ne veut pas dire levée de la grève. La grève se poursuit toujours dans toutes les juridictions du Gabon. Il y a simplement que nous mettons juste un peu d'eau dans notre vin pour permettre à ce que nous puissions travailler avec les différents partenaires maintenant que nous avons. Vendredi, une réunion se tiendra entre le SYNAGREF, le secrétaire exécutif et la présidence de la République dans le but de déterminer les points qui feront l'objet de cet assouplissement et trouver une solution définitive aux revendications des greffiers. Dans l'actualité aussi, le gouvernement gabonais est résolument déterminé à faire respecter les réglementations forestières, la gouvernance et les échanges commerciaux. Un plan d'action en vigueur depuis 2003 pour promouvoir la légalité et assurer la traçabilité du bois et de ses dérivés à destination de l'Europe, le ministère de l'économie forestière, l'agence chargée de l'exécution des activités de la filière bois et l'Union européenne organisent un séminaire de renforcement des capacités des experts du domaine forestier pour qu'ils veillent justement au grain. Le compte rendu de Sibylle Mengue et de Joël Tatou. La gestion rationnelle des écosystèmes forestiers gabonais au cœur des préoccupations du ministère de l'économie forestière et de l'Union européenne, partenaire au développement, à travers un atelier de formation débuté ce mercredi à Libreville. Portant sur le système de vérification de la légalité et de traçabilité des bois du Gabon, il vise à promouvoir une exploitation durable et légale des écosystèmes forestiers du pays. Très globalement, l'objectif, c'est d'assurer la conservation des forêts des pays exportateurs de bois. Le FLEGT est un accord que ces pays passent volontairement avec l'Union européenne. Dans le cadre de cet accord, l'importation du bois de ces pays dans l'Union européenne est facilitée en échange d'une garantie que ces pays appliquent un système qui garantit la légalité du bois qui est exporté. Si le Gabon connaît quelques succès dans la gestion des forêts et son exploitation écologique, il reste néanmoins beaucoup d'efforts à fournir. Si le Gabon connaît aujourd'hui quelques succès remarquables dans la gestion des forêts et son exploitation écologique, il n'en demeure pas moins que le pays a encore de grands efforts à fournir pour accroître le développement des industries et notamment la transformation plus poussée du bois qui constitue elle aussi l'un des défis majeurs que les pays du bassin du Congo en général doivent relever. Cet atelier de formation sur le système de vérification de la légalité de traçabilité de bois du Gabon voit la participation d'experts nationaux et internationaux qui, ensemble, trouveront les voies et moyens pour une meilleure gestion des forêts. À présent, quelques nouvelles hors de nos frontières. On commence par ces quelques bouleversements dans la haute administration ivoirienne. L'ex-secrétaire général de la présidence ivoirienne, Amadou Gon Coulibaly, a été nommé hier Premier ministre par le président Alassane Dramane Ouattara en remplacement de Daniel Kablan-Duncan, nommé auparavant au poste de vice-président. Bienvenue Nelkem. Amadou Gon Coulibaly devient le nouveau Premier ministre ivoirien. Selon les termes du communiqué présidentiel, l'ex-secrétaire général de la présidence doit proposer un nouveau gouvernement dans les meilleurs délais. Il succède au poste de Daniel Kablan-Duncan, devenu vice-président de la République. Son Excellence, M. Alassane Ouattara, a procédé ce mardi 10 janvier 2017 à la signature du décret numéro 2017-12 du 10 janvier 2017 portant nomination de M. Amadou Gon Coulibaly en qualité de Premier ministre chef du gouvernement. Le président de la République demande au Premier ministre Amadou Gon Coulibaly de lui proposer un nouveau gouvernement dans les meilleurs délais. Membre du Rassemblement des Républicains,
du président Ouattara. Le député de Korogo déclarait en janvier 2012 à Jeune Afrique à propos du chef de l'État « C'est lui qui m'a formé, ma carrière se fera toujours à ses côtés ». On reste en Afrique de l'Ouest, notamment à Bamako, au Mali, prévu les 13 et 14 janvier prochains. Sommet France-Afrique à Bamako est une rencontre de haut niveau qui s'inscrit dans une relation diplomatique entre les différents États qui sera marquée du saut des crises politiques déclarées ou latentes sur le continent, notamment la situation actuelle de la Gambie. Une trentaine de présidents, y compris d'Afrique anglophone, sont attendus dans la capitale malienne Bamako. Les détails avec Ludmila Ntoto. Le sommet Afrique-France s'ouvre ce vendredi à Bamako, capitale d'un Mali en état d'urgence, sous le thème du partenariat de la paix et de l'émergence, au moment où Paris insiste sur la nécessité d'une défense africaine et le respect des règles constitutionnelles. Une trentaine de présidents, y compris d'Afrique francophone, sont attendus au sommet des chefs d'État et de gouvernement samedi, au lendemain de la conférence des ministres, sont les organisateurs maliens et français. Les participants au sommet discuteront des crises politiques déclarées ou latentes sur le continent. Parmi les principaux sujets de préoccupation, la Gambie, où Yahya Jammeh veut rester au pouvoir après l'expiration de son mandat le 19 janvier prochain. Le temps que la justice statue sur ses recours électoraux, et la République démocratique du Congo RDC, où Joseph Kabila a obtenu une prolongation de son mandat jusqu'à l'organisation d'une présidentielle à la fin de l'année. Plus de 10 000 hommes sont mobilisés pour la couverture sécuritaire, dont 700 pour la sécurité des hautes personnalités, a indiqué le président du comité d'organisation, Abdoulaye Coulibaly. La journée de vendredi sera exceptionnellement chômée afin de faciliter la circulation dans la capitale malienne. Au chapitre de la sécurité continentale, l'objectif fixé au sommet de Paris en 2013 est de former 20 000 militaires africains par an, a été non seulement tenu, mais même dépassé en 2016. Et l'objectif de faire atteindre 25 000 dans les 3 prochaines années, selon des sources diplomatiques françaises. Dans le Maghreb, les autorités marocaines ont interdit depuis le début de la semaine, pour des raisons de sécurité, la commercialisation et la confection de la burqa dans tout le pays. La décision n'a pas été annoncée ni commentée par le ministère de l'Intérieur, mais ordonnée oralement ou par écrit aux commerçants. C'est ce que nous dit ici Ludmila Ntoto. Contre-productif pour les uns, liberticide pour les autres, l'interdiction de confection et de vente de la burqa au Maroc est critiquée par une partie de l'opinion, un geste fort qui a été condamné par des leaders salafistes marocains, mais aussi critiqué par certains défenseurs des droits de l'homme qui y voient une atteinte aux libertés individuelles. Mettant en avant des raisons de sécurité, les autorités marocaines ont interdit la fabrication et la vente de burqa, voile intégrale musulman à l'afghane, rarement portée par les femmes au Maroc. Selon la presse locale, le ministère de l'Intérieur a diffusé une circulaire à ses agents chargés des commerces dans les villes, leur joignant de ne plus autoriser la confection et la commercialisation de burqa à compter de cette semaine. Aucune annonce officielle ou communication publique sur le sujet n'a cependant été faite par ce ministère. Dès lundi, des agents de l'Intérieur ont mené des campagnes de sensibilisation auprès des commerçants de Casablanca, la capitale économique du pays, pour les informer de l'interdiction de la burqa, selon le site Média 24. L'annonce de l'interdiction de la burqa a jusqu'à présent suscité des réactions limitées. Devant le mutisme des autorités, certains commentateurs s'interrogent sur la portée de cette décision, tandis que des salafistes s'inquiètent de son extension au niqab. Pour la députée et ancienne ministre du Développement social, de la Famille et de la Solidarité, Nouza Skali, l'interdiction de la vente de la burqa est au contraire un pas important dans le combat contre l'extrémisme religieux. Le port de la burqa reste un phénomène extrêmement marginal au Maroc, pays tiraillé entre modernité et conservatisme. Les États-Unis à présent, avec celui qui va désormais se faire appeler l'ancien locataire de la Maison-Blanche qui fait ses adieux aux États-Unis, Barack Obama a affirmé à Chicago que l'Amérique était aujourd'hui meilleure et plus forte que lorsqu'il est arrivé au pouvoir et a appelé les Américains à se mobiliser pour faire vivre la démocratie. Bienvenue Nelgam. Le président Barack Obama s'est adressé mardi pour la dernière fois à l'Amérique et au monde dans un discours qui fut à la fois un adieu ému et un appel à la vigilance. Le 44e président des États-Unis, qui s'apprête à céder la place à l'homme d'affaires Donald Trump, a exhorté les Américains à être des acteurs du processus démocratique. Ce dont je me souviendrai dans ce discours, c'est surtout le président Obama qui parle de sa magnifique première dame, de notre première dame, notre reine, de Michelle Obama et de ses 2 belles-filles, Sacha et Malia. Barack Obama a aussi laissé échapper une larme lorsqu'il a rendu hommage à sa femme Michelle.
Il représente ce qu'un homme devrait être. Il est l'incarnation de ce qu'un homme devrait être, ce qu'un homme devrait représenter. Il aime beaucoup sa femme, il rend honneur à sa femme, il rend honneur à ses enfants. Je pense que la principale victoire est le fait qu'il a été non seulement élu, mais qu'il a été réélu compte tenu de notre péché national d'esclavage et de notre lutte avec la question de race en tant que nation, et nous allons toujours lutter avec cela. Barack Obama, 55 ans, qui bénéficie à l'heure du départ d'une solide cote de popularité, a insisté sur le pouvoir des Américains ordinaires comme acteurs du changement. S'il n'a jamais cité le nom de celui qui lui succédera le 20 janvier dans le bureau ovale, il a lancé quelques mises en garde à son attention, en particulier sur le réchauffement climatique. Et l'arrivée de Donald Trump à la Maison-Blanche fait craindre le pire sur plusieurs économies de la région. Tenez par exemple, la monnaie mexicaine a atteint son plus bas niveau mardi, donc hier, le peso s'échangeant à 22 unités pour $1 dans un contexte d'incertitude économique avec l'arrivée de Donald Trump au pouvoir aux États-Unis. Miranda Nguyen. Avec cette nouvelle dépréciation de 1,59% selon la banque mexicaine, la monnaie mexicaine enregistre sa plus forte chute depuis l'élection du milliardaire républicain Donald Trump le 8 novembre dernier, qui avait fait dévisser le lendemain la monnaie de 7,64%. La semaine dernière, la monnaie de la deuxième économie d'Amérique latine avait déjà reculé de plus de 3% face au dollar, en raison notamment de l'annonce par fond de l'annulation d'un projet d'usine à San Luis Potosí pour un montant de 1,6 milliard de dollars. Sur l'ensemble de l'année 2016, le peso a reculé de 16,12% face au dollar, touché par la chute des cours de brut et les promesses protectionnistes de Trump, qui s'est engagé à renégocier, voire abroger les accords commerciaux, le lion au Mexique, pour protéger les emplois américains. Près de 1400 enfants yéménites sont morts et quelques 2000 écoles sont hors d'usage depuis l'escalade de la guerre au Yémen en mars 2015, selon la SANA, le Fonds de l'ONU pour l'enfance. Renandem pour plus de détails. Depuis l'escalade du conflit, les Nations Unies ont pu vérifier que près de 1400 enfants ont été tués et plus de 2140 blessés, a déclaré à la presse la représentante au Yémen de l'UNICEF. Près de 2000 écoles au Yémen ne peuvent plus servir parce qu'elles ont été détruites, endommagées, servent à accueillir des familles de déplacés ou sont utilisées à des fins militaires, a-t-elle ajouté. Relano a notamment cité la mort confirmée mardi d'un enfant près d'une école au nord de Sanaa, lors d'un raid aérien qui en a blessé 4 autres. Près de 1400 enfants ont été tués et ce sont les informations vérifiées. Nous savons qu'il y en a beaucoup plus. Un responsable militaire et une source médicale yéménite ont donné un autre bilan de ce raid attribué à la coalition arabe sous commandement saoudien, parlant de 5 morts, dont 2 enfants et de 13 blessés. L'attaque a visé un marché près de l'école Al-Falah dans le secteur de Nîmes, au nord-est de la capitale, sous contrôle des rebelles chiites Houthis. Les écoles doivent être des zones de paix, des sanctuaires où les enfants peuvent apprendre, grandir, jouer et être en sécurité, a poursuivi la représentante de l'UNICEF. Bon à savoir pour les touristes qui font le déplacement de la France, les soldes d'hiver ont démarré aujourd'hui à Paris. La saison s'annonce incertaine pour les commerçants qui font face à des consommateurs désormais habitués aux promotions toute l'année. Renandem. Le coup d'envoi officiel de la chasse aux bonnes affaires sera donné à 8h pile dans les grands magasins parisiens par la secrétaire d'État au commerce, Martine Pinville. Ce premier jour, auparavant particulièrement attendu, ne suscite plus le même enthousiasme. Ça reste un moment important, mais il n'y a plus le même sentiment d'urgence qu'autrefois. Les gens ne prennent plus forcément une journée de congé, il y a moins la queue à l'ouverture, reconnaît Agnès Vigneron, directrice des galeries Lafayette Haussmann. En cause, la détérioration du pouvoir d'achat, contraignant les Français à faire des arbitrages dans leur consommation, mais aussi l'habitude bien ancrée des achats à prix barré toute l'année. Ainsi, en 2015, près d'un achat de vêtements sur 2 s'est fait en réduction, les promotions prenant le pas sur les soldes traditionnels, selon la Fédération française du prêt-à-porter féminin. Cette année, de nombreuses promotions allant déjà jusqu'à moins de 50% sont apparues dans les grandes enseignes dès le lendemain de Noël. C'est la fin de cette édition d'information, le rappel des titres qui l'ont constitué.
Au Gabon, on a parlé de cette véritable opération mais propre pour les gestionnaires des comptes publics. Plusieurs commis de l'État, sous réserve de la présomption d'innocence, sont actuellement écroués à la prison centrale de Libreville, entendus ou en garde à vue pour des questions liées à la gestion des deniers publics. En Afrique, vous le savez, l'agenda reste marqué par le sommet Afrique-France, prévu les 13 et 14 janvier prochains à Bamako, une rencontre de haut niveau dans un contexte de crise politique déclarée ou l'attente sur le continent. Et puis, dans cette édition d'information, nous étions aussi aux États-Unis où le président sortant Barack Obama a fait prononcer son dernier discours d'adieu à Chicago, véritable fièvre politique où tout avait commencé. Le premier président afro-américain part satisfait de son bilan. L'information se poursuit sur Gabon 24. Merci à vous de nous avoir suivis.